Chapitre 1. Histoire d'une controverse. Une femme, c'est comme ça. Un homme, c'est comme ça. Ta gueule, le psy, tu nous fatigues. Slogan. Manifestation de l'exist-trans 2015. La réponse médicale au désir de changement de sexe est un sujet hautement polémique. Pour pouvoir bénéficier d'un traitement hormono-chirurgical, les trans doivent en passer par une évaluation psychiatrique. Perçue par beaucoup comme une atteinte à disposer de son corps, cette obligation est dénoncée par de nombreuses associations. Les stéréotypes de genre véhiculés par un tel dispositif suscitent aussi l'indignation, les praticiens exigeant des preuves et des garanties de l'appartenance effective des personnes à leur sexe de destination. Si des mobilisations collectives s'organisent en vue de réclamer une réforme de ce protocole, certains professionnels de santé, à l'inverse, défendent sa légitimité. C'est dans cette optique qu'a été créée la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité, SOFECT, récemment rebaptisée French Professional Association for Transgender Health, ou FPAT, qui, depuis 2010, regroupe de nombreux médecins français. Dans ce contexte de controverse, tout semble diviser un corps médical qui entend protéger l'ordre de genre établi et des personnes trans qui luttent en faveur de sa refonte. Pourtant, le débat autour des transitions est moins dichotomique qu'il n'y paraît. La fabrique des trans est l'histoire d'une co-construction. Au cours du siècle dernier, les institutions médico-scientifiques se sont désenclavées, ouvrant un dialogue avec les mobilisations collectives et la société civile. Ainsi, la catégorie médicale de transsexualisme n'a pas été inventée unanimement par les médecins et par eux seuls selon une définition purement normative du genre. D'abord, le corps médical a connu des divergences sur le sujet, et plusieurs approches cliniques sont venues bouleverser le mode de la naturalité et de la différence des sexes. Ensuite, les trans eux-mêmes ont contribué à construire les protocoles de soins en collaborant avec certains praticiens et en contournant les exigences des autres. Cependant, les principaux intéressés n'ont pas tous la même attitude, ni la même latitude vis-à-vis de l'institution médicale. C'est pourquoi leurs revendications sont résolument plurielles. Les mouvements trans contemporains ont été inspirés par les études queer, qui ont souvent été lues comme un appel à la critique du modèle médical et à la subversion du genre. Pourtant, comme les médecins, les tenants des approches queer ne parlent pas d'une seule et même voix. Les approches médicales et queer ne sont pas diamétralement opposées, elles ont même un point commun. Toutes deux ont établi un traitement différentiel entre les hommes et les femmes trans. Les écrits médicaux, de même que les technologies hormonales et chirurgicales, se focalisent sur les MTF davantage que sur les FTM. La médecine se montre plus encline à intervenir auprès d'elle qu'auprès des hommes. Pour cette raison, elle a contribué à faire connaître les MTF davantage que les FTM. Les hommes trans n'ont gagné en visibilité qu'avec l'apparition des approches queer. Ce champ d'études prend le contre-pied des études médicales. Il s'intéresse principalement aux FTM et produit un certain nombre de réflexions sur le potentiel subversif de leur masculinité. Cependant, cette asymétrie propre aux études queer peut elle-même résulter en un double standard de sexe, les hommes se trouvant célébrés pour leur non-conformité,
tandis que les vies des femmes sont réduites à l'invisibilité. Considérant les approches queer comme une science au même titre que les études médicales, ce chapitre retrace la construction de la condition trans telle qu'on la connaît aujourd'hui. La fabrique scientifique des trans. La médecine et les études queer sont les deux principaux foyers de la fabrique des trans. Si ces deux champs portent des discours qui peuvent sembler contradictoires, ces derniers ne sont pas incompatibles pour autant. Avant de se constituer en mouvement collectif porté par les approches queer, les trans ont largement contribué à construire la clinique qui leur est destinée. Par ailleurs, le champ médical, comme les théories queer, présente d'importantes nuances internes. Si les études queer marquent le début d'une certaine émancipation, elles ne négligent pas la dépendance des trans vis-à-vis des institutions de santé. Co-construction d'une catégorie médicale. C'est la sexologie qui a d'abord posé les jalons de l'étude scientifique des trans. Alors que, depuis le XVIIIe siècle, la médecine décrivait les deux sexes comme étant fondamentalement différents, une nouvelle conceptualisation de l'homosexualité comme intermédiation sexuelle vient mettre ce modèle en question à la fin du siècle suivant. Le juriste et militant allemand Karl Ulrich définit alors les homosexuels comme ayant une âme de femme dans un corps d'homme, ou inversement. Ce discours dit du mauvais corps constitue pour les personnes concernées un moyen de se légitimer dans un contexte où leur orientation sexuelle est pénalisée. Si les individus sont nés ainsi, alors ils ne sauraient être condamnés. La théorie des intermédiaires sexuels s'inscrit par ailleurs dans une époque marquée par les approches philosophiques et psychanalytiques naissantes de la bisexualité qui, elles aussi, questionnent l'existence d'une frontière stricte entre les sexes. Dans Sexe et caractère, publié en 1903, le philosophe Otto Weininger décrit chaque individu comme étant constitué à la fois de composantes masculines et féminines. Puis, en 1905, Sigmund Freud fait paraître les 3 essais sur la théorie sexuelle, dans lesquels il affirme l'existence d'une bisexualité innée, chaque individu portant en lui des dispositions et des désirs des deux sexes qu'il peut ensuite refouler ou pas. Si ces théories sont centrées sur l'homosexualité, elles forgent un contexte favorable à l'émergence d'une réflexion sur les trans. Au début du XXe siècle, la théorie des intermédiaires sexuels est étendue aux personnes vivant dans l'autre sexe. Le sexologue et endocrinologue allemand Magnus Hirschfeld transpose alors l'hypothèse du mauvais corps à ceux qu'il appelle les transvestis, un terme qui désigne les individus désirant appartenir au sexe opposé. Selon ce praticien, le sexe n'est autre qu'un continuum qui s'étend d'un pôle féminin à un pôle masculin. Ce continuum comprend différents types d'intermédiaires sexuels, les travestis représentant la forme extrême de l'intermédiation. À la demande de ses patients concernés, Hirschfeld commence à proposer des traitements hormono-chirurgicaux au sein de son institut de sexologie berlinois dans les années 1920. Sa démarche est rendue possible par la redéfinition des fonctions de la chirurgie à cette époque. Lors de la Première Guerre mondiale, la chirurgie réparatrice s'est développée au regard du nombre de soldats blessés, mais, dans l'après-guerre, elle passe d'une vocation exclusivement réparatrice à une approche esthétique. La chirurgie intervient désormais sur des corps sains.
La première vaginoplastie est ainsi réalisée en 1931 et elle sera suivie d'autres chirurgies génitales, notamment celle du célèbre peintre danois Einar Wegener, qui deviendra Lili Elbe. L'Institut de sexologie est détruit par les nazis en 1933 et Hirschfeld, d'origine juive, est contraint de fuir le pays. Cependant, l'héritage de la sexologie allemande traverse l'Atlantique au milieu du XXe siècle par le biais de son disciple, Harry Benjamin. Aux États-Unis, ce dernier continue de défendre la pertinence d'un traitement par modification corporelle dans le cadre de ce qu'il renomme alors le transsexualisme. Cette approche vise à soigner les corps des trans, mais il en existe une autre qui entend soigner leurs âmes. Dans les années 1950, émerge en effet une thèse concurrente dans le champ psychologique et psychiatrique. Selon cette nouvelle théorie, il n'existe pas d'intermédiaire sexuel, mais il y a en revanche des hermaphrodites, de nos jours appelés intersexes, dont les caractéristiques sexuelles sont physiquement ambiguës. Les nouveau-nés concernés se voient malgré tout attribuer une catégorie de sexe par les praticiens sur la base de l'hypothèse suivante. Le fait de se sentir homme ou femme ne résulterait d'aucune condition biologique, mais du sexe assigné à l'enfant et de l'éducation qui en découle. En d'autres termes, le sexe de l'âme serait de nature sociale et non biologique. Alors que la thèse sexologique interroge la différence des sexes, l'approche psychiatrique questionne son essentialisme. En 1955, le psychologue John Money emploie pour la première fois le terme de genre pour désigner le sexe psychologique des individus et le distinguer du sexe biologique. Cette terminologie lui permet de différencier les hermaphrodites des transsexuels. Les premiers seraient atteints d'une anomalie biologique du sexe et les seconds d'un trouble psychologique de l'identité de genre. Un traitement hormono-chirurgical est proposé aux intersexes, tandis que les trans doivent se contenter d'une psychothérapie. Plébiscitée dans le champ médical, cette approche contribue à marginaliser Harry Benjamin, qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour proposer une alternative chirurgicale aux trans, bien qu'il leur prescrive des hormones. C'est l'action des patients eux-mêmes qui rééquilibrera ce rapport de force. Les trans ne se sont pas tenus à l'écart des controverses scientifiques. Dans les années 1950, ils font des sexologues leurs alliés. Le cas Jorgensen joue un rôle clé dans la constitution de cette alliance. En 1953, cet ex-soldat américain devient une femme, Christine, et a recours à une chirurgie génitale de réassignation dans le cadre d'un programme exploratoire. L'intervention connaît un fort retentissement médiatique. Ex-GI becomes blonde beauty, titre le Daily News aux États-Unis. Christine Jorgensen intervient dans la presse et à la télévision en relatant le discours tenu par la sexologie. Les trans sont nés dans le mauvais corps. C'est pourquoi il faut leur donner accès aux hormones et aux chirurgies. Aux yeux des principaux intéressés, soutenir l'approche de Harry Benjamin devient une évidence. Face à l'institutionnalisation du protocole psychiatrique, ce médecin sexologue incarne l'espoir de l'accès aux soins. Certains trans s'engagent dans un rôle d'expert auprès de lui, à l'image de Louise Lawrence, ancienne conseillère du sexologue Alfred Kinsey. D'autres entretiennent des correspondances avec lui, notamment Debbie Mayne et Karen Ecker, qui sont aussi ses patientes.
Les trans contribuent ainsi indirectement à la fabrique du savoir scientifique sur leur propre prise en charge. Leur soutien aux recherches sexologiques est également financier. En 1964, un FTM, Reed Erickson, fonde la Erickson Educational Foundation, dont le but est de fournir des ressources au travail de Benjamin. Cet appui, à la fois scientifique et économique, permet à l'approche sexologique de continuer à exister dans un contexte où elle demeure minoritaire dans le champ médical. Parallèlement, les trans contournent les exigences du protocole psychiatrique. Pour avoir accès au traitement hormonal et chirurgical à l'époque, ils et elles n'ont d'autre choix que de se faire passer pour intersexes. L'exemple le mieux connu, parce qu'étudié par le sociologue Harold Garfinkel, est celui d'Agnès qui, en 1958, fait appel au psychiatre Robert Stoller pour une chirurgie de réassignation. Ce psychiatre, directeur de la clinique de recherche sur l'identité de genre de Los Angeles, juge son apparence féminine convaincante. Il la pense alors intersexe et lui cherche une anomalie biologique. En vain. Cette absence de preuves biologiques n'ébranle pas son intime conviction, et il lui donne accès à l'opération malgré tout, estimant qu'il s'agit d'un cas d'hermaphrodisme atypique. Mais, 8 ans plus tard, coup de théâtre. Agnès confesse à ses médecins qu'elle dérobait la pilule de sa mère depuis l'adolescence. C'est de là que provenait sa féminisation avancée, et non d'une condition d'intersexuation indétectable. Admettant les failles de leur méthode diagnostique, John Money et Robert Stoller commencent à autoriser certaines modifications corporelles pour les trans aux États-Unis à la fin des années 1960. Un protocole commun est établi avec Harry Benjamin, mais les psychiatres conservent la mainmise sur l'accès au traitement hormono-chirurgical. C'est à eux que reviendra la décision de l'autoriser ou non. L'établissement d'un protocole commun aux deux approches médicales enterre leurs questionnements respectifs sur la naturalité et la différence des sexes. Robert Stoller instaure un nouveau diagnostic différentiel entre transsexuel primaire et transsexuel secondaire. Seuls les premiers, dont le transsexualisme remonte à la plus tendre enfance, auront accès aux hormones et aux chirurgies. Bien que ce psychiatre considère l'identité de genre comme étant acquise et non innée, il impose in fine aux trans d'adopter le discours du mauvais corps porté par la sexologie. Les trans devront prouver qu'ils ont toujours été les hommes et les femmes qu'ils souhaitent devenir, avec tous les stéréotypes de genre que de tels récits peuvent impliquer. Quant à Harry Benjamin, il place la demande de traitement hormono-chirurgical au cœur de la symptomatologie du transsexualisme. La seule requête acceptable sera celle d'une personne qui souhaite conformer son corps aux standards masculins ou féminins, jusque dans l'apparence de ses organes génitaux. Ce tableau clinique est officialisé dans les années 1970 par la publication de standards de soins internationaux et, en 1980, par l'entrée du transsexualisme, aujourd'hui devenu dysphorie de genre, dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM. En France, un protocole de soins est mis en place en 1979. Un dispositif hospitalier dédié aux trans commence alors à accueillir des patients à Paris. Il est ensuite étendu à d'autres villes de France, avant que ne se développe également un circuit libéral. Suivant les préconisations des standards de soins internationaux, le protocole impose une évaluation psychiatrique de 2 ans au minimum
avant tout traitement hormono-chirurgical. À la fin des années 1970, le dialogue entre médecine et droit est encore inexistant. Les trans ne sont donc pas en mesure de mettre leurs papiers en concordance avec leur nouvelle identité. Sur ce point, c'est de nouveau l'intervention des trans eux-mêmes qui sera décisive. Le changement d'état civil ne devient possible qu'à la suite d'une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme par une personne concernée. Le pays est condamné en 1992 au motif du droit au respect de la vie privée, les trans étant contraints à un coming-out forcé auprès des administrations qui constatent la non-concordance de leurs papiers. Le changement de sexe à l'état civil est désormais possible, mais sans base législative explicite quant à ses conditions. Dans ce contexte, les juges tendent à exiger des modifications corporelles de la part des requérants, en particulier la stérilisation, qui devient progressivement une condition sine qua non du changement des documents d'identité. Les tribunaux demandant en effet des preuves de l'irréversibilité du changement de sexe, bien que cette requête n'ait aucune base légale. L'ablation des organes reproducteurs se fait incontournable. La procédure n'est démédicalisée qu'en 2016 par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette évolution récente est intimement liée au développement contemporain des mobilisations trans, qui ont émergé parallèlement aux études queer. La critique queer et ses nuances. À partir des années 1990, les approches queer offrent aux trans une alternative au modèle médical. L'un des apports essentiels des études queer est de questionner les normes sexuelles et de genre à partir de leur marge. En s'intéressant aux trans, mais aussi, entre autres, aux homosexuels et aux drags, ce champ académique invite à subvertir la norme binaire et essentialiste qui structure l'ordre du genre et, par extension, les dispositifs de changement de sexe. Le travail de Judith Butler, même s'il ne porte pas spécifiquement sur les trans, s'avère particulièrement inspirant aux yeux de ces populations. Dans Troubles dans le genre, publié aux États-Unis en 1990, la philosophe démontre le potentiel subversif de la figure de la drag queen. Selon elle, la féminité incarnée par une personne assignée au sexe masculin prouve que le genre n'a pas d'essence. Il se joue et se rejoue sans modèle original, et c'est ce jeu incarné par diverses personnes et de diverses manières qui contribue à définir son contenu. Un mécanisme que Butler nomme la performativité. De ce point de vue, il est possible de changer de sexe et de le faire à n'importe quel âge de la vie, puisqu'aucune nature ne précède jamais la performance de genre. L'année suivante paraît L'épistémologie du placard d'Eve Sedgwick. Cet ouvrage s'intéresse à la porosité de la frontière entre homosexualité et hétérosexualité. Souvent présumés hétérosexuels, les homosexuels introduisent un trouble dans l'hétérosexualité à chaque fois qu'ils font leur coming out. De la même manière, les trans peuvent, en révélant qu'ils ne sont pas cis, bouleverser le mode de la différence des sexes que la médecine s'évertue à maintenir. Inédites, ces hypothèses fournissent les bases théoriques nécessaires à la constitution d'une mobilisation trans. Plusieurs textes peuvent être considérés comme fondateurs des mouvements trans contemporains. Le mieux connu est le manifeste post-transsexuel de Sandy Stone, publié pour la première fois en 1991, et dont le titre sous-entend d'emblée
que la catégorie médicale de transsexualisme est obsolète. Dans cet essai, au ton engagé, l'autrice invite les trans à se rendre visibles en faisant leur coming out. Stone entend en finir avec un paradigme médical qui oblige les personnes à se fondre dans la masse cis. En cela, cet activiste MTF introduit une rupture avec l'approche clinique qui, par ses critères essentialistes et binaires, tend à effacer l'existence même de la population trans. Au programme subversif de Sandy Stone s'adosse un projet de coalition. En 1992, Leslie Feinberg appelle dans un texte intitulé Transgender Liberation au rassemblement de celles et ceux qu'elle appelle les transgenres. Peu employé jusqu'alors, ce terme était apparu en 1978 sous la plume de l'activiste Virginia Prince. À l'époque, il désignait les personnes qui, comme Prince, s'identifiaient à l'autre sexe, mais sans pour autant souhaiter avoir recours à des modifications corporelles médicalisées, par opposition à celles et ceux qui étaient nommés transsexuels. Le texte de Feinberg vient donner une toute autre signification à ce terme. Pour cette MTF, la catégorie transgenre inclut tous les individus qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné et qui veulent sortir de l'invisibilité. C'est à une large coalition que prétend cette écrivaine et militante. Une coalition de trans, mais aussi de drag, de butch, de folle et de bien d'autres encore. Mais si l'heure est au rassemblement des personnes qui troublent l'ordre du genre, il existe plusieurs lectures possibles des textes queer qui fondent la mobilisation. Les premières théoriciennes trans font en réalité une lecture partielle des études queer. Elles se concentrent sur le pouvoir d'agir, agency en anglais, et de subvertir, là où Judith Butler et Eve Sedgwick insistent tout autant sur les normes qui restreignent le champ des possibles. Ce que Butler et Sedgwick nomment la subversion désigne précisément la coexistence de la norme et de sa transgression. Inspirés par les écrits post-structuralistes de Michel Foucault et de Jacques Derrida, les études queer se penchent sur la cohabitation du pouvoir et de la résistance. Dans cette approche, les personnes qui changent de sexe ne sont pas subversives en elles-mêmes. Elles ne le sont que parce qu'elles passent pour cis et se révèlent être trans. Judith Butler avance par ailleurs que les vies des drags et des trans sont ponctuées par des violences et structurées par des contraintes matérielles. Elle le souligne notamment dans Ces corps qui comptent, à travers son analyse du film Paris is Burning de Jenny Livingstone. Ce documentaire culte décrit les bals africains-américains et latino-gays et trans de New York à la fin des années 1980. Des concours de danse s'y tiennent. L'un des critères d'évaluation est la realness, autrement dit, le passing, soit le fait de passer pour une personne cis, qui représente l'inverse de l'objectif de visibilité porté par Stone et Feinberg. La philosophe s'intéresse au personnage de Vénus Extravaganza, une MTF latina et travailleuse du sexe. Cette activité étant fréquente chez les trans en raison de la précarité qu'ils ou elles peuvent connaître. Butler note que la quête de realness de Vénus dépasse la performance qu'elle délivre lors des compétitions. Cette MTF a réellement un fantasme de féminité conventionnelle. Elle aspire à se faire opérer des organes génitaux, puis à se marier. Et, qui plus est, relativement bourgeoise. La philosophe voit dans son désir de changement de sexe
une volonté d'échapper à sa condition sociale. Mais la jeune femme meurt assassinée par un client avant d'avoir pu réaliser son rêve. À travers ce symbole funeste, Butler entend montrer que les trans sont plus ou moins en mesure de s'émanciper. Cependant, cette réalité est peu évoquée par les mobilisations à leur début. Une réflexion sur la pluralité des trans émerge toutefois dès les années 1990. Quelques voix s'élèvent pour signifier que l'histoire se répète. Car, dans les mouvements trans, il se rejoue un phénomène déjà bien connu dans les mobilisations féministes. Les personnes concernées tendent à être considérées comme un groupe homogène. Or, la population trans a beau être minoritaire, elle n'échappe pas aux inégalités. La sociologue et militante canadienne Viviane Namaste prend l'exemple du Transgender Day of Remembrance, TDOR, qui chaque année rend hommage aux personnes trans assassinées. Elle note que les meurtres sont généralement attribués par les associations à la seule transphobie, alors que la plupart des personnes décédées sont des femmes, souvent racisées et travailleuses du sexe. Faisant ce même constat, la biologiste et activiste Julia Serrano propose le concept de transmisogynie pour qualifier l'intrication des violences sexistes et transphobes. Jay Prosser, professeur de sciences sociales spécialisé en littérature et en photographie, regrette quant à lui que les trans qui adhèrent au modèle médical se trouvent désormais stigmatisés au sein des mobilisations collectives, sachant que, pour beaucoup, il s'agit de personnes issues de milieux populaires. Selon leurs appartenances sociales, tous les trans n'ont pas le même rapport à l'institution médicale, ni la même conception de ce qu'est une transition. Les luttes et les revendications de cette population présentent une grande diversité. L'émancipation n'a pas le même sens pour chacun. Parfois, c'est par la médicalisation qu'elle se réalise. Le diagnostic psychiatrique, paroxysme de la normativité de genre aux yeux de bon nombre d'associations, offre une garantie de remboursement des soins indispensables à la transition de certains. Dans Défaire le genre, Judith Butler pèse le pour et le contre de la dépsychiatrisation réclamée par le mouvement qu'elle a contribué à construire. D'après elle, les partisans comme les opposants à ce dispositif peuvent avoir pour but de renforcer l'autonomie des trans. Pour les premiers, l'autonomie est pensée en des termes financiers. Elle est celle qui permet aux plus précaires de mener à bien leur transition grâce au remboursement par les systèmes d'assurance maladie. Pour les seconds, elle se situe sur un registre plus symbolique, celui de la dépathologisation. Ces deux conceptions rendent le problème insoluble car, pour accéder à l'une de ces libertés, il faut nécessairement renoncer à l'autre. La dépsychiatrisation, revendication principale de la mobilisation, se présente vis-à-vis du protocole médical et se présente finalement comme un dilemme tant le degré de dépendance vis-à-vis du protocole médical est socialement déterminé. En définitive, les mouvements trans s'avèrent tout aussi composites que le corps médical. Ces deux champs convergent par ailleurs sur un point. Dans l'un comme dans l'autre, il existe un double standard entre les hommes et les femmes. Sous les sciences, le genre. Le genre n'épargne pas les sciences du changement de sexe. Dans les approches cliniques, comme dans les approches queer, FTM et MTF ne sont pas traités à l'identique. Les femmes trans sont traditionnellement plus étudiées par la médecine, un phénomène qui a conduit à les faire connaître davantage. À l'inverse, ce sont les FTM qui retiennent plus
plus l'attention des études queer. Mais, dans les deux cas, ce traitement différencié véhicule un certain androcentrisme. La médicalisation des corps des femmes. Dans la littérature médicale, comme dans les représentations sociales et médiatiques, le changement de sexe est rarement pensé au masculin. Aux hommes trans qui est entré en contact avec lui au sujet d'une chirurgie génitale de réassignation, Harry Benjamin répondait qu'il n'existait pas d'intervention possible dans leur cas. Pourtant, l'invention de la phalloplastie remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette opération visait alors à reconstruire les pénis des soldats mutilés. La vaginoplastie et la phalloplastie apparaissent quasiment à la même époque, mais ces deux chirurgies ne seront pas investies de manière équivalente au cours des décennies suivantes. Les technologies médicales destinées au MTF sont bien plus développées que celles qui sont destinées au FTM, en particulier la chirurgie de réassignation de sexe. La vaginoplastie est pratiquée dans davantage d'hôpitaux et de cliniques à travers le monde que la phalloplastie ou encore la métaodioplastie. Elle est également beaucoup moins onéreuse et présente nettement moins de complications post-opératoires. Nombreux sont ceux qui voient dans cette asymétrie du travail de recherche et de développement technologique l'indice d'un sex ratio déséquilibré entre FTM et MTF. Les hommes trans seraient moins nombreux, ce qui justifierait le faible intérêt du corps médical à leur égard. D'autres attribuent ce phénomène à une différence physiologique entre les hommes et les femmes. Il serait plus complexe de fabriquer un pénis qu'une vulve. Cependant, une autre hypothèse peut être avancée. L'asymétrie de visibilité entre les MTF et les FTM peut être lue à la lumière de la critique féministe des sciences. Apparu dans les années 1980, ce courant de pensée s'attache à démontrer que les savoirs scientifiques n'ont rien d'une vérité absolue. Initié par des biologistes, il soutient que, comme toute autre activité, la production scientifique est traversée par des normes et des représentations sociales et genrées, qui orientent les recherches et les résultats obtenus. Autrement dit, les savoirs sont toujours situés, y compris ceux qui sont produits dans le champ des sciences de la vie. Et ces savoirs contribuent à produire les catégories de sexe, leurs différences et leur hiérarchie. Cette approche permet de voir dans le double standard médical entre hommes et femmes trans un exemple d'androcentrisme scientifique. La médecine s'intéresse davantage au MTF parce que, de manière générale, elle se focalise plus sur les corps des femmes, considérés comme des corps imparfaits qu'il s'agirait en quelque sorte de parachever. La gynécologie, tout d'abord, s'est développée sans réel équivalent masculin, l'andrologie demeurant un champ relativement marginal. L'endocrinologie et la chirurgie sexuelle aussi se sont historiquement développées à destination des femmes. Spécialiste des sciences et des technologies, Leni Hawthorne a montré entre autres comment les recherches endocrinologiques se sont concentrées sur elles et ont conduit à leur faire porter entièrement la charge de la conception médicale. La régulation des hormones est une question éminemment politique, et il en est de même pour la chirurgie. Au-delà du cas des trans, les médecins ont plus de propension à intervenir sur les corps des femmes que sur ceux des hommes. Le traitement médical des personnes intersexes illustre particulièrement bien ce phénomène. Après avoir longtemps travaillé aux côtés de John Money, la psychosociologue Susan Kessler publie en 1991
un point de vue critique sur la prise en charge des nouveau-nés aux caractéristiques sexuelles ambiguës. Elle fait d'abord le constat suivant. Le déterminant de l'attribution d'un sexe ou de l'autre est avant tout la taille de l'organe génital externe. La composition des chromosomes, comme les taux d'hormones sexuelles, importe peu par rapport à l'apparence physique. Et surtout, dans l'évaluation de l'apparence, le pénis constitue la référence. Si la taille de l'organe est estimée insuffisante pour être un pénis, c'est-à-dire dans la majeure partie des cas d'intersexuation, un acte chirurgical d'ablation partielle est pratiqué pour former un clitoris. En cas d'absence de vagin, une vaginoplastie est également réalisée. En revanche, la taille de l'organe externe est rarement augmentée pour en faire un pénis et le sexe masculin n'est pas attribué si elle est jugée trop petite. Tout se passe comme si les hommes ne pouvaient être des hommes que par nature. Les corps trop indéterminés sont soumis à l'intervention de la médecine et se voient attribuer le sexe féminin par défaut. Comme dans la clinique de l'intersexuation, la médecine fabrique plus volontiers des corps MTF que FTM. Sur ce point, la terminologie médicale employée pour la chirurgie de réassignation proposée aux hommes trans en dit long. L'opération génitale la plus couramment pratiquée dans leur cas est appelée la phalloplastie. Comme le remarque le chercheur Jason Cromwell, l'usage du terme de pénoplastie est réservé aux hommes cis qui se font allonger ou élargir le pénis. Les FTM se voient accorder un phallus symbolique, mais pas un pénis biologique. Aucune chirurgie de réassignation ne semble suffisante pour devenir concrètement un homme. Il est admis que le sexe féminin se construit physiquement et socialement selon l'adage de Simone de Beauvoir. Mais la représentation du masculin reste de l'ordre du biologique. Cette hypothèse ne contredit pas nécessairement la thèse d'autres théoriciennes qui, à l'instar de l'anthropologue française Nicole Claude Mathieu, avancent que ce sont les femmes qui sont constamment renvoyées à une prétendue nature, là où les hommes symbolisent davantage la culture. Car si la masculinité se conquiert socialement, tandis que la féminité assigne à un destin reproductif, les corps des hommes sont considérés comme étant naturellement puissants. La sexualité masculine, notamment, est envisagée sur le mode des besoins naturels, alors que la sexualité féminine est souvent pensée comme une réponse affective à ces besoins. La testostérone est conçue comme étant plus stimulante que les œstrogènes. Les spermatozoïdes sont quant à eux représentés comme des gamètes actifs, par opposition à des ovules dépeints comme étant relativement passifs. Émilie Martin voit d'ailleurs une projection de romance hétérosexuelle dans la description scientifique qui est souvent faite du phénomène de fécondation. Les discours médicaux sur le sujet ressemblent étrangement, nous dit-elle, au classique récit du prince partant vaillamment à la rencontre de sa princesse, qui, elle, reste cloîtrée à l'attendre. L'androcentrisme qui sous-tend de telles représentations conduit à une visibilité sociale différentielle des MTF et des FTM. Les femmes trans sont bien mieux connues que les hommes trans. Plus encore, elles font l'objet d'une certaine fascination collective. Comme l'illustre le cas de Christine Jorgensen, l'abandon volontaire du sexe masculin est perçu comme un phénomène tout à fait sensationnel. Il n'y a pas d'équivalent FTM de Christine Jorgensen. Aucun homme trans n'a jamais été attendu par des dizaines de photographes et de journalistes
au retour de sa phalloplastie. L'engouement suscité par les transitions MTF prend même parfois des allures mystiques ou dangereuses dans certaines fictions. Campée en tireuse de cartes, en voyante, ou alors en prédatrice sexuelle, les MTF sont à la fois plus présentes et plus malmenées que les hommes trans dans l'imaginaire commun. Alors que l'accès au sexe masculin est refusé au FTM, c'est son abandon qui est stigmatisé chez les MTF. Car si les femmes trans fascinent autant, c'est que leurs transitions sont perçues comme des déclassements volontaires. Quitter le sexe fort est, aux yeux de beaucoup, une décision absurde. Dans une société patriarcale, quel intérêt aurait-on à devenir une femme ? Une telle démarche intrigue par la perte qu'elle engendre sans bénéfice apparent. In fine, il semble impensable à la fois d'acquérir le sexe masculin et de le quitter. La subversion. Une affaire d'homme. Si les approches queer entendent résister à un tel androcentrisme, elles finissent parfois par le reproduire. Contrairement à ce que l'on observe dans la littérature médicale, ce sont les hommes trans qui sont les plus visibles dans ce champ d'étude. En d'autres termes, la subversion est bien souvent pensée au masculin. Au fondement de cette asymétrie, il y a la crainte que les FTM ne se transforment en complices de la domination. Car en devenant des hommes, ils se trouvent, d'une certaine manière, suspectés de trahir leur classe de sexe d'origine. En attestent les nombreux débats sur la place des hommes trans dans les espaces féministes non mixtes. Certains de ces espaces leur fermant leurs portes dès lors qu'ils entament leur transition. Comme les personnes qui changent de milieu social et connaissent une ascension au cours de leur vie, les FTM sont souvent sommés de rassurer leur groupe d'origine, en l'occurrence les femmes, et, plus spécifiquement, les féministes. La focalisation des études queer sur le cas des FTM témoigne d'une volonté de prouver qu'ils ne sont, au fond, pas comparables à des hommes cis. Les hommes trans y sont considérés comme des exemples permettant d'éclairer les possibilités de subversion de la masculinité. Si les approches queer se penchent moins sur les MTF, c'est parce que, d'un point de vue féministe, celles-ci rejoignent le bon côté de l'oppression. Toutefois, ce traitement préférentiel des transitions FTM révèle aussi certains stéréotypes associés à la féminité. Comme n'importe quelle science, les théories queer sont traversées par le genre, bien qu'il s'agisse de leur objet d'étude. Julia Serrano pointe que ce décalage de prise en compte entre MTF et FTM révèle une forme de sexisme intracommunautaire à l'égard des femmes trans. En effet, il n'est pas rare que, dans les études féministes, ces dernières soient considérées comme des dupes du patriarcat. En témoigne le tristement célèbre ouvrage de Janice Raymond intitulé « L'Empire transsexuel », paru en 1979 aux États-Unis. Cette théoricienne considère les MTF comme de fausses femmes, fabriquées par des médecins, en l'occurrence ici des hommes, de sorte à ce qu'elles soient dévouées au maintien de la domination masculine. Selon elle, ces femmes artificielles coloniseraient les milieux lesbiens et féministes dans le but de les éradiquer. Encore bien souvent mobilisée, cette représentation est toujours très vivante dans certaines franges des milieux féministes, où elle justifie l'exclusion des MTF. Si cette vision des choses est critiquée par les mobilisations et approches queer, elle est relayée d'une manière très inconsciente
au sein même de ce champ d'étude. En effet, dans un souci de légitimer la place des FTM au sein des mouvements féministes, leur masculinité y est toujours présumée plus subversive que la féminité des MTF. Ce traitement différencié peut alors venir renforcer les représentations de genre traditionnelles. Aux hommes, le pouvoir d'agir et de subvertir. Aux femmes, la dépendance et le poids des normes. Les hommes trans eux-mêmes peuvent pâtir de ce double standard. Dans le champ des études queer, il existe des conflits généralement qualifiés de guerre des frontières. Ce terme désigne les débats, souvent houleux, autour des lignes de démarcation entre les catégories de trans et de gays et lesbiennes. Qu'est-ce qui sépare les femmes trans des gays folles? À partir de quand n'est-on plus une lesbienne butch et devient-on un homme trans? Ces deux questions ne sont pas posées de manière équivalente. La frontière entre les catégories de FTM et de lesbienne butch interroge davantage que celle qui sépare les MTF des gays folles. Le théoricien Jack Halberstam, par exemple, estime qu'établir une distinction stricte entre les deux premiers groupes engendre leur stigmatisation mutuelle. Pour les butch, les FTM trahiraient leur classe, et pour les FTM, les butch seraient prisonnières de la norme cis. Or, d'après lui, les deux ont leur place sur ce qu'il nomme le continuum de la masculinité. Quant à l'anthropologue états-unienne Gail Rubin, elle défend l'inclusion des hommes trans dans les milieux lesbiens, où ils sont souvent considérés comme des traîtres à la cause, en plaidant la perméabilité des deux catégories. Mais in fine, le flou qui entoure les transitions au masculin et leur séparation d'avec les butch peut être interprété comme une difficulté à accepter la pleine appartenance des FTM, sommés d'être subversifs au groupe des hommes. En cela, les études queer entretiennent à leur manière le refus médical de leur accès à ce sexe. La fabrique des trans n'est autre que l'histoire d'une lutte pour la légitimité dans le champ scientifique. Au cours du siècle dernier, différentes approches médicales se sont affrontées avec des hypothèses et des propositions bien distinctes. La thèse sexologique a plaidé en faveur du traitement des corps trans, là où les psychiatres, plus puissants, voulaient traiter les âmes. Les trans eux-mêmes se sont invités dans cette controverse. En s'appropriant stratégiquement la parole des sexologues et en contournant le diagnostic psychiatrique, ils sont parvenus à peser dans la balance et à favoriser l'accès aux soins. Si le discours essentialiste du mauvais corps est vivement décrié par certaines associations dans le contexte actuel, il a pu constituer, à une époque, un point de résistance face à une approche psychiatrique qui écartait toute possibilité de traitement hormono-chirurgical. Ce constat historique autorise à questionner la dichotomie du débat contemporain qui oppose les trans aux médecins. Au-delà de leurs interactions et interdépendances historiques, le champ médical, comme les mouvements trans, s'avère composite. Dans la clinique du transsexualisme, différents praticiens ont questionné l'ordre du genre, soit en démontrant que le sexe ne se limite pas à deux et seulement deux catégories, soit en avançant que le genre est une construction sociale. Quant aux études queer, qui ont inspiré un mouvement trans critique du modèle médical, elles présentent aussi différents niveaux de lecture. Si elles ouvrent des perspectives de subversion du genre, elles pointent aussi que le champ des possibles n'est pas le même pour toutes et tous.
Certains luttent en faveur de la dépsychiatrisation symbolique des parcours de transition, d'autres se battent pour l'accès aux soins, et ces deux visées sont loin d'être incompatibles. Au terme de cette mise en perspective, les praticiens n'apparaissent pas plus comme des avocats invétérés de la différence des sexes que les trans ne peuvent être promus au rang de paradigme de la subversion. Malgré leur pluralité, les sciences de la transition ont toutefois pu, chacune à sa manière, réifier un certain ordre de genre. En médicalisant les MTF et en délaissant les FTM, la médecine tend à renvoyer les corps des femmes à une nature incomplète, tout en signifiant que les corps masculins n'ont guère besoin d'intervention extérieure pour être entiers. Mais précisément parce que contrairement aux hommes cis, les hommes trans ont souvent besoin d'une aide médicale, cette approche androcentrée a paradoxalement conduit à les invisibiliser. Ce sont les approches queer qui ont rendu justice aux FTM en les étudiant de manière privilégiée, sachant toutefois que cette asymétrie inversée peut, à tort, laisser penser que la subversion ne se décline qu'au masculin. Si ce champ d'études d'inspiration féministe ne peut être mis sur le même plan que les thèses médicales, il ne s'extrait pas non plus complètement des rapports sociaux de sexe. Quelle que soit sa nature, la production scientifique porte toujours l'empreinte du genre.